Alstom, c'est un peu différent parce qu'Alstom c'est plutôt pour les. C'est le principe, oui. J'imagine que les ingénieurs qui ont dû travailler, ils vont partir là-bas. Les Américains ont dû leur dire: tu touches combien? 20 000 euros, ben on te donne 100 000 euros. Tu vois. Voilà, c'est tout. Ils ont volé les brevets aussi. Oh ben ça. Moi, je ne parle que des informations que j'ai. Je regarde le département d'énergie américain, il y a des articles dans la presse américaine, on voit bien, enfin, Bill Gates est très content. Oui. Pourquoi 50% des centrales nucléaires sont en panne? Alors, elles ne sont pas très exactement en panne. Vous avez 58 réacteurs nucléaires, vous en avez 2 qui ont été arrêtés, ce sont ceux de Fessenheim, pour rien. Comme m'a dit, j'ai visité Fessenheim, la directrice m'a dit, en 2018, nous avions le meilleur facteur de charge, elle n'avait jamais aussi bien ronronné, aussi bien fonctionné. 2018. Alors pour préciser, pour vous énerver encore, c'est que quand Fessenheim tournait, nous exportions 11 TWh à l'Allemagne. Depuis qu'on a arrêté de Fessenheim, nous importons 11 TWh en Allemagne. Alors à l'époque, quand on exportait 11 TWh, ça nous rapportait plusieurs centaines de millions d'euros. Maintenant, avec le prix spot, qui est à 200, 300, 400 euros le mégawattheure, les 11 TWh qu'on importe d'Allemagne, ça nous coûte 4, 5 milliards d'euros. 4, 5, 10 milliards d'euros, ce qui contribue au déficit commercial de la France, évidemment, puisque nous avons atteint 100 milliards d'euros de déficit commercial dans la balance commerciale. J'en passe et des meilleurs. Sachant que, vous avez compris qu'on lâche un peu de gaz qu'on a en France, pour le donner à l'Allemagne, pour que l'Allemagne produise de l'électricité avec ses centrales à gaz, qu'elle nous importe, puisque nous étions en 2018, nous exportions 10%, nous étions encore jusqu'en 2020 le premier pays exportateur en Europe et dans le monde en électricité. Depuis cette année, dans les chiffres sont édifiants, nous allons être en solde importateur. Parce qu'en fait, l'électricité, le système d'électricité, c'est tous les jours, vous avez des importations et des exportations. On est obligé, pour équilibrer les réseaux, on récupère de l'électricité des autres pays, on importe, on exporte, donc vous avez des échanges continuels. Et la France a toujours été en solde exportateur. On exportait 10% de nos... On avait un solde exportateur de l'ordre de 10% de notre production électrique qui partait. Cette année, nous allons être en solde importateur. Alors, pourquoi? Parce que au moment où on aurait pu faire beaucoup d'argent, parce que comme il y avait le prix spot qui explosait, il y a l'autorité de sûreté nucléaire qui a dit: oh là là, il y a des tuyaux dans un système de sécurité secondaire qui ont des petites corrosions de 1 mm, et là, ça peut être très dangereux pour la centrale nucléaire. Alors que ce n'est pas le réacteur nucléaire, c'est le système de sécurité dans l'hypothèse où la centrale nucléaire a un problème, c'est si tant est que cette corrosion sous contrainte puisse évoluer. Enfin, bref, ils ont... Alors, dans les 56 réacteurs, donc on met les deux, il y en a 56. Sur les 56, il y en avait qui étaient à l'arrêt, parce que tous les étés, on profite de l'été, il y a moins besoin d'électricité pour faire les arrêts pour entretien habituel, donc ça dure 6 mois, etc. La maintenance, ou soit la maintenance, ou alors ce qu'on appelle le carénage, en fonction. Et puis il y a eu un nombre très important de réacteurs nucléaires qui ont été arrêtés à cause de ces corrosions sous contrainte, qui ont été obligés par l'autorité de sûreté nucléaire, qui a dans ses organismes des antinucléaires notoires. J'ai une petite question là, d'une personne qui est à l'extérieur. Qu'en est-il de Flamanville? Où est-ce qu'on en est? Alors Flamanville, ça c'est pareil. Flamanville, il faut expliquer l'histoire de Flamanville. Il y a des gens d'EDF qui expliqueraient bien mieux que moi, mais globalement, c'était un projet avec les Allemands, Flamanville. Ils voulaient faire de l'EPR une sorte de Airbus, une Airbus franco-allemande de l'énergie. Et donc il y avait Siemens qui était dans le dispositif, et Framatome, et tous les acteurs. Et en fait, ils ont fait en sorte que ce soit un gros... Parce qu'en fait, nos réacteurs nucléaires, ils font 900 MW.
et les derniers 1300. Et là, ils ont voulu faire un 1650. Mais en fait, plus vous augmentez la puissance du réacteur nucléaire, plus vous avez d'emmerdement. En fait, on arrive à un seuil. Le seuil, il est autour de 1300-1400, en gros. Et quand vous cherchez du 1650, en fait, les emmerdements sont exponentiels. Et donc, on a voulu faire un mastodonte, et notamment pour assurer la protection, ce qu'on appelle des enceintes de confinement, pour éviter, en cas de pépin, qu'il y ait une émission dans l'atmosphère des particules radioactives. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire a dit « Ah oui, mais il y a des soudures, parce qu'il y a des tuyaux qui traversent les deux enceintes, il y a des soudures qui ne sont pas parfaites. » Et bon, comme il y avait une petite distance du vide, ils n'avaient pas prévu le coup, quoi. Donc il fallait trouver une technologie pour aller refaire les soudures dans un réduit comme ça d'espace entre les deux enceintes de confinement. Ça a mis un temps fou. Voilà, donc Flamanville, normalement, devrait fonctionner dans 1 ou 2 ans. Mais après, c'est un prototype, hein, c'est un numéro 0 d'une nouvelle série. Parce que le problème fondamental, c'est que les Russes, dans leur fabrication de centrales nucléaires, je vais prendre la R5, ou la Twingo, ou la Clio. Quand vous avez une Clio, vous faites une Clio, puis vous avez le premier modèle, puis après vous avez le modèle 2020, le 2022, le 2024, etc. Ben, c'est pareil pour les Russes. Les Russes, ils ont une centrale nucléaire, ils l'améliorent un tout petit peu, et puis 2 ans après, ils en reconstruisent une autre, ils l'améliorent un tout petit peu, ils refont des aménagements, mais très très faibles. Tandis que nous, on n'a pas construit de centrale nucléaire depuis 20 ans. Donc on a fait un saut technologique. Donc, outre le fait qu'on n'avait plus, on ne savait plus faire. C'est ça. Donc on n'a pas eu le transfert de technologie des ouvriers qui avaient fait les centrales, on va dire, je crois que la dernière c'est en 97. Donc il aurait fallu prendre les équipes de 97, et en 2001, 2001, vous savez ce qu'il avait fait, Chirac en 97, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait dissous l'Assemblée nationale, qui avait arrivé la gauche plurielle au pouvoir, et que Jospin, il pouvait pas gouverner sans les Verts, qui étaient anti-nucléaires, Dominique Voynet. Évidemment, donc là, on a perdu un temps fou, on a fermé Superphénix, et puis ben, on n'a pas pris de décision. Jospin, il n'a pas voulu prendre de décision de réouverture d'une centrale nucléaire, donc on a perdu 4 ans. Et c'est Sarkozy Chirac, qui a relancé le processus de reconstruction. Mais le temps que ça se passe, eh ben, on a été planté, donc on a eu ce saut technologique avec la perte de compétences. Et ensuite, en 2012, on a eu la loi qui a dit qu'il fallait baisser la part du nucléaire à 50%. Et comme dit Jean-Bernard Lévy, qu'il a dit au MEDEF, il dit attendez, on va quand même être très clair. Moi, j'ai un gouvernement qui me dit qu'on va fermer des centrales nucléaires. Vous ne croyez quand même pas que je vais aller engager du monde? Alors, j'engage du monde pour fermer des centrales nucléaires. Je n'engage pas du monde pour construire des centrales nucléaires. Parce que Macron voulait, faire de Jean-Bernard Lévy le bouc émissaire en disant non, c'est Jean-Bernard Lévy qui n'a pas pris les décisions. Et vous avez fait une loi qui est toujours en vigueur, qui est la baisse du nucléaire. Vous n'allez pas me reprocher, moi, patron d'EDF, de ne pas avoir engagé je dis, bon, si vous me dites qu'il faut engager des gars, je suis ravi, je le fais, mais il ne faut quand même pas inverser les choses. Voilà. Il s'est fait virer, non? Et il s'était viré, oui. Et sur la terre de compétences aujourd'hui dans la filière nucléaire, je vois parce que j'ai un client qui travaille dans ce secteur-là, en ingénierie, ils ont énormément de mal à recruter des jeunes ingénieurs parce qu'on leur dit en école qu'il ne faut surtout pas aller dans le nucléaire. Ben oui. Il faut aller dans le renouvelable, c'est beaucoup. Le renouvelable, c'est complètement dérisoire. Ouais. C'est rien. Le renouvelable, c'est une technologie extrêmement médiocre. À côté du nucléaire, ça n'a absolument rien à voir. Oui. Est-ce que vous connaissez l'ingénieur minière qui s'appelle Aurore Stéphane? Non, ça ne me dit rien. Ça vous dit rien? C'est une ingénieure minière qui a fait pas mal de conférences dernièrement. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu sur Twitter un passage où elle explique la différence sur les besoins en métaux. Elle est très bien. Elle explique que concernant tout ce qui est renouvelable, justement, donc tout ce qui est panneaux solaires, éoliennes et tout ça, le nombre de terres rares différentes qu'il faut, et que en fait chaque mine
ne peut pas retirer toutes les terres rares nécessaires. Ils sont obligés de faire une mine par terre rare. Et donc elle explique en fait que si on met en place, comme vous disiez tout à l'heure, 15 000 éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire, il va falloir augmenter d'autant le nombre de terres rares, donc le nombre de mines à aller piocher, tout à fait, avec toutes les conséquences environnementales, écologiques que ça amène. Exactement. Après, il y a l'autre problème aussi, c'est le béton. Le béton, le sable, il est retiré sur les plages. On ne peut pas se servir, soi-disant, du béton du désert, pourtant il serait bien, parce qu'il y en a plein, mais apparemment, d'après eux, on ne peut pas se servir du... Non, mais le granulat, donc on fait des extractions de granulat, il y en a du côté de Noirmoutier, sur les plages, dans des milieux, mais c'est après, comme quand les granulats, ça allège les plages. Ça allège les plages. C'est ce qui se passe actuellement à Noirmoutier. Voilà, ça abîme les côtes, ça fait reculer les côtes, ça les fait descendre, et après on dit aux gens, vous ne pouvez plus habiter en bord de mer, parce que là c'est une zone machin, là votre maison elle va s'effondrer, elle va s'effondrer avec vous. C'est parce qu'effectivement ça coûte assez cher maintenant. Voilà, c'est une aberration écologique au niveau du béton, c'est une aberration écologique au niveau des terres rares, c'est une aberration aussi de respect pour les gens qui ramassent ces terres rares. Puisque là, on parle de la Chine et tout ça, des Ouïghours. Ouais, mais c'est des Chinois. Il y a aussi des gosses au garrot. Il y a aussi des gosses. Oui, mais c'est des gosses. Mais de toute façon, on est trop sur Terre, donc il faut moins de... Voilà. Donc, s'ils peuvent aider, mais s'ils peuvent aider à sauver les autres, c'est pas très grave. Après, pour revenir sur ce que vous disiez sur le décarbonage, on représente, alors l'Europe ne représente que 10% en fait des émissions. Alors, moi franchement, quand on parle d'émissions de carbone, moi je hurle parce que le carbone est indispensable à la vie. Mais bon, c'est pas le sujet, voilà. On représente pour l'instant 10%, l'Europe 10% en fait des émissions de CO2 du monde. La France, 1%. Oui. C'est 10%, d'accord? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a, comme vous disiez, on a désindustrialisé, et en désindustrialisant, on a confié à la Chine, en fait, le soin et le rôle de faire justement ce travail pour nous. À la COP26, ils ont autorisé la Chine à augmenter jusqu'en 2027 ou 2030 leurs émissions de gaz carbonique. Justement parce qu'il faut aller... parce qu'ils ouvrent les centrales au charbon. Voilà, il faut des centrales. Alors l'Allemagne ouvre des centrales au charbon, l'Allemagne ouvre des mines, l'Allemagne et la France... Et donc pour compenser les émissions de CO2 de la Chine qu'elle fait avec ses centrales au charbon pour fabriquer les éoliennes, on installe les éoliennes dans notre pays. Et on rouvre Saint-Avold. et on rouvre Saint-Avold qui est une centrale au charbon. Tout à fait. Y a-t-il d'autres... Oui. Ça a une durée de vie de combien, une éolienne? 20 ans. 20 ans à cause du facteur de charge qui diminue, puisque vous avez 20% au bout d'un an, 15% au bout de 10 ans, 10% au bout de 15 ans. Donc au bout de 20 ans, en fait, les systèmes, les rouages qui sont dans la nacelle de l'éolienne ne fonctionnent plus, donc c'est usé, donc ça ne produit plus d'électricité. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Comme vous formez des parlementaires, est-ce que vous avez l'espoir que bientôt les scandales que vous avez exposés éclateront au grand jour? Oui. Alors, actuellement, il y a une commission d'enquête qui a été ouverte à l'origine par le député Olivier Marleix. LR. Je suis en solution de domaine parce que là, on est quand même dans la plus grande des forfaitures. Attendez. Non. Olivier Marleix donc, a fait une enquête sur Alstom, il a écrit un bouquin, il a fait une commission d'enquête et il a ouvert une commission d'enquête sur l'énergie et sur le scandale de l'énergie. Il s'avère que, je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons pour lesquelles j'ai les informations, je ne veux pas non plus, mais je suis très informé. Et d'après ce que j'ai compris, Olivier Marleix avait déposé une résolution visant à enquêter de 2012 à aujourd'hui. Et ils ont réussi en commission à élargir la temporalité de la commission d'enquête. Ils l'ont placé de 2012 à aujourd'hui, à 2001 à aujourd'hui. Ce qui permet de mettre le gouvernement Chirac et Sarkozy. En faisant ça, chacun va vouloir protéger les autres et neutraliser l'ensemble.
qui permet de mettre le gouvernement Chirac et Sarkozy. En faisant ça, chacun va vouloir protéger les autres et neutraliser l'ensemble. Voilà ce que j'ai des premiers travaux. Et on m'a dit, je crains fort que la commission d'enquête soit déjà stérilisée. Ils sont partout. Ils sont partout. Le service de sécurité. Comment? Que font nos services de sécurité au niveau du... Alors c'est très intéressant parce que... On parle de sûreté nucléaire, on parle donc de protection des sûretés, et normalement, de mémoire, par expérience, je sais qu'on a des unités qui veillent au grain sur ce sujet-là, et qui ont normalement tout pouvoir. Que Oui. Que font-ils? Bah, ils font rien. Là, excusez-moi, vous parlez de l'armée, c'est je connais rien. Oui, tout à fait. Bah, en fait, vous avez... Il y avait un acronyme avant qui s'appelait la DPSD. Ce qui veut dire... Direction de protection, sécurité, défense. Oui, alors, vous savez... Non, mais, vous savez, dans mon livre sur le nucléaire, le deuxième chapitre, c'est la guerre, le dernier chapitre, chapitre 10, c'est l'Allemagne nous a déclaré la guerre énergétique. Ça s'appelle comme ça. Il s'avère que j'ai un ami très haut placé à qui je donne mes informations, c'est mon honorable correspondant, et il m'a dit l'Élysée a beaucoup aimé ton chapitre 10. Donc j'explique, chapitre. Moi je fonctionne en notes de synthèse, hein. Tout ce que je fais c'est des notes de synthèse. En fait, il faut comprendre que ma façon d'écrire des livres, c'est des notes de synthèse qui peuvent être lues par le concitoyen et par un homme d'État. Voilà, donc ça doit être lisible par tout le monde, avec des sources documentées, et ça doit être lisible par un député, un ministre, un conseiller de ministre ou le citoyen. Je me suis rendu compte que de toute façon c'était pareil. Aujourd'hui, le niveau de compréhension d'un sujet, il est équivalent entre le citoyen de base, donc des partis, et le gars au gouvernement. C'est affolant. Avant, on avait un delta, c'est-à-dire que le niveau intellectuel, c'est pas pour... mais le citoyen, il était vraiment informé. L'élu, le gars, il avait vraiment un niveau intellectuel qui lui permettait d'être un homme d'État. Et mon correspondant me dit ça a été beaucoup apprécié, ton chapitre 10. Ah, je dis ah bon, pourquoi? Ah, parce que c'est bien écrit, c'est une synthèse. Je dis non, mais attends. Il me dit je l'ai transféré au service des affaires étrangères de l'Élysée. Et ils disent ils ont bien aimé. D'ailleurs, ça a eu des conséquences quelques jours après, etc. J'ai dit, puis après, on a eu une conversation dans le train un jour, et puis je dis non, mais tu me fais peur. Ça a été bien aimé, mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas ça? Ah non. Je dis, mais la DGSI, service secret, il n'y a pas un service de guerre économique. Ah non, on n'a pas ça. Non, tu me disais, à ce niveau-là, c'est comme les renseignements généraux, mais ils font des remontées d'informations, mais ils ne font pas des notes de synthèse comme tu as fait pour analyser et prendre des faits, etc. C'est plutôt bien, hein, c'est bien fait. Et je lui dis, mais l'ambassade d'Allemagne, ah non, eux, ils sont vendus aux Allemands, donc ils ne vont pas... Et ça fait peur. Donc, ça fait très peur, Il y a... Ben non, parce que la DGSI s'intéresse plus aux survivantistes d'extrême droite ou des fascistes d'extrême droite qui vont faire la révolution que les terroristes ou que les antinucléaires qui sont au cœur du pouvoir et qui ont infiltré. Donc j'ai une petite lueur d'espoir pour un des services qui est, voilà, j'en dirai pas plus, parce que ça sert à rien, mais oui, il y a quand même une prise de conscience, mais extrêmement légère, parce qu'il ne faut jamais oublier que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui dirigent tout. Vous pouvez avoir des services secrets ou des services qui vont faire des pontes, des notes, etc., etc. Et puis, ils vont pendre le truc, ils vont dire, attention, il y a un problème, attention. Ils vont faire, mais si, dans la temporalité médiatique, ça ne correspond pas à ce qu'a envie de dire le ministre ou le machin, eh ben, ils vont effacer. Il y a une négation de la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays gouverné par la négation de la réalité. On dénie la réalité. C'est pour ça que mon bouquin, ça va être nucléaire, les vérités cachées.
D'ailleurs, en 2002, pour le moment des élections présidentielles, la montée du FN était absolument connue par les services de police, mais ça n'est jamais monté jusqu'à l'Oscar. Oui, C'était bloqué avant. Oui, mais C'était bloqué avant. il y a voilà, donc si vous voulez, le problème c'est que, et puis que ce soit les députés, les sénateurs et autres, il y a un véritable problème. Quand moi j'entends à l'Assemblée nationale, peu importe, que ce soit la France Insoumise, ils racontent des conneries. Oui, ils basent un raisonnement politique sur des choses qui sont fausses, ultra fausses, mais comment? C'est même pas un raisonnement, c'est une idéologie. C'est même plus que. Il n'y a pas que l'idéologie. Et quand vous discutez avec. Moi j'ai discuté avec mon député qui allait être un député de la République En Marche avant qu'il soit élu, le petit jeune, et au marché, j'ai discuté avec lui, commençait à discuter, il m'a raconté n'importe quoi. C'est quoi sur les éoliennes? Il dit oui, on est capable. Puis nous. Non, vous ne savez pas. Excusez-moi, mais vous ne savez pas, je vais vous donner mon bouquin. Donc j'ai envoyé mes bouquins à tous les membres de la commission. J'ai un député qui m'a envoyé un mail. Un sur les 30. Et ils ne m'ont pas appelé pour m'auditionner. Et je crains fort qu'ils vont tout faire pour. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dévoile. Parce qu'une commission d'enquête, j'ai déjà été auditionné par une commission d'enquête en 2019, et vous prêtez serment, c'est enregistré, ils ont parlé de ça. Donc ils ne vont pas inviter des gens qui vont dévoiler des choses épouvantables. Alors il va y avoir heureusement une autre commission d'enquête qui a été ouverte sur l'influence étrangère dans la vie politique française. Et là on va se rattraper. Attendez, excusez-moi, peut-être une dernière question, puis ensuite, en boîte 2, alors, il y a monsieur. À propos de ce que vous venez de dire, comment est-ce si optimiste dans ce que vous venez de dire là, alors qu'on voit de manière flagrante que tout est complètement pourri, quoi. En quoi vous êtes optimiste par rapport à ça? Moi, d'abord, j'ai une nature optimiste. Voilà, j'ai une nature optimiste. D'abord parce que... Pourquoi je suis optimiste? Alors, je suis optimiste et pessimiste. Non, peut-être d'un coup, peut-être d'un coup. Je suis dans le en même temps. Non, alors, je suis très pessimiste. Parce qu'en fait, on a beau informer et le bateau coule et ils n'écoutent pas. Donc ça, effectivement. Et je suis surtout pessimiste. Mon analyse, c'est peut-être l'objet d'un polémique, mais mon analyse, c'est que je ne vois pas comment, si je fais géopolitiquement, je prends pas je prends même pas les élus, c'est même pas important, je ne vois pas comment on ne peut pas être en grave tension avec l'Allemagne. En fait, je ne vois pas, parce que nos intérêts vont être complètement divergents. D'abord, l'Allemagne est en train de construire son armée, et comme ils l'ont dit, il dit on n'est pas entouré d'amis, entouré d'amis, quoi. Et ils ont acheté tout. Ils achètent aucun matériel français, aucun. Donc, comment? Surtout une renonce aux coopérations. Ils renoncent à toutes les coopérations. Donc, les autres naïfs fédéralistes, là, Mitterrand, Gerhard, non, c'était pas Gerhard Schröder, c'était Helmut Kohl, tout ça. Donc, je sais pas, Macron, il doit être encore en train d'embrasser, je sais pas, ou Olaf Scholz, ou comme il fait avec Zelensky, quoi. Voilà. Il croit que tout le monde l'aime, etc. Donc, c'est un affectif, donc il se fout de notre gueule. Donc, en fait, je suis pessimiste dans notre relation avec l'Allemagne. Et le problème, c'est que c'est comme la ligne Maginot, on va tout régler avec la ligne Maginot. Ils ne passeront jamais par la Belgique, voilà. C'est leur raisonnement. Ils ne voudront jamais nous couper l'électricité. Donc, non, ils ne couperont jamais l'électricité. Ah ben, ils ont coupé l'électricité. Ben non, mais c'est ce qui est quand même arrivé avec la ligne Maginot. Bon, alors, donc ça c'est mon pessimisme. Après, j'ai un optimisme parce que ça fait quand même 12-13 ans que je combats. Et avant, j'étais dans mon petite éolienne, dans mon petit jardin. Vous voyez, je m'occupais de mon éolienne. Et en fait, j'ai vu la guerre énergétique
se mettre en place. En fait, au début, c'était un petit problème de jardin, l'éolienne dans le jardin. Et maintenant, c'est un enjeu géopolitique. Et je dirais que là-dessus, je suis optimiste parce que, vous savez, d'abord, dans une guerre, il faut identifier qu'on est en guerre. Et quels sont nos ennemis. Là-dessus, je sens qu'il y a une prise de conscience. D'abord, comment? Non, je dis, ah bon? Non, mais attendez. Vous savez, dans toute guerre culturelle, on fait d'abord la guerre culturelle, mais après il y a la guerre politique, ça vient à la fin. Donc, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais moi, dans les gens que je côtoie, je constate qu'il y a de plus en plus de leaders d'opinion, de plus en plus de gens de tout profil. Là, j'ai encore tout récemment 2 personnes qui sont venues me voir de high level, de capitaines d'industrie ou de chefs d'entreprise, inquiets. Et donc, on commence à sentir, je commence, si vous voulez, à sentir que c'est en train de dépasser. Là, ça y est, il y a un électrochoc. Alors, il s'est passé quand même quelque chose aussi, c'est qu'au Sénat, les sénateurs LR ont trahi avec la loi renouvelable, parce qu'on devait faire une réunion avec... moi, je côtoie tout le monde. Attendez, je précise un truc là. Moi, je côtoie tout le monde. LRN, LR, RN, pour la France Insoumise, c'est plus compliqué. Europe Écologie Les Verts aussi. Parti communiste. Donc, mon bouquin, il y a une... Je suis plutôt à droite, mais mon bouquin, j'ai eu des recensions dans l'Humanité, ils m'ont dit super bouquin, etc. Mes bouquins ont tous été cités dans l'Humanité. Oui, parce que je dis des choses sympas sur le Parti communiste et le Front populaire, je suis content. Non, mais moi, je m'entends avec tout le monde. Je pense même, si vous voulez, que l'union nationale... Parce qu'il faut quand même être vraiment conscient d'une chose. Sans énergie, il n'y a pas de pays. C'est le cœur. Enfin, il y a évidemment la question civilisationnelle de la population. Si vous transformez une population et vous faites un grand remplacement, ça peut être un problème. Mais il faut bien oublier que sans énergie, il n'y a pas de pays. Pas d'énergie, c'est pas d'industrie, c'est pas par d'armement de la guerre, c'est rien. C'est pas de souveraineté alimentaire, c'est pas Donc la souveraineté, c'est l'économie. D'ailleurs, pourquoi ils veulent détruire notre énergie? Parce qu'ils veulent nous faire devenir un pays du tiers-monde. C'est tout. Ils veulent nous tenir en esclavage. Là-dessus... C'est qui ils? À part les Allemands, vous avez parlé, c'est qui? C'est les Américains, les Allemands, c'est... Mais c'est le mondialisme. Oui, par exemple, c'est pas un pays, c'est... Mais pourquoi le mondialisme ne veut pas tenir l'Allemagne en esclavage? Pourquoi la France? Et parce que la France, c'est un pays... parce que la France, c'est le pays fidélité de l'Église, parce que c'est un pays de la culture, parce qu'il y a des pays clés et que la France fait partie... Parce que la France détient la bombe nucléaire, parce que la France est un spécialiste de l'énergie nucléaire et que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de demain. Donc il ne faut surtout pas, parce que les Russes, parce que nous sommes alliés aux Russes nous sommes alliés aux Russes, il faut comprendre ça. Dans la guerre en Ukraine, il n'y a aucune sanction sur l'industrie nucléaire. Aucune. Les Allemands ont essayé par tous les moyens de faire en sorte qu'il y ait des sanctions sur le nucléaire, et ça on s'y est opposé fermement. Pourquoi? Parce que nous achetons l'uranium enrichi à la Russie, et la Russie achète nos turbines arabelles qu'on fabrique. Les Russes ne peuvent pas construire leur centrale nucléaire sans les Français. Et nous sommes alliés avec les Russes. Non, ils peuvent construire leur centrale nucléaire, ils ont leur propre fabricant de centrale nucléaire, mais nous avons beaucoup de Français dans le dispositif de construction des centrales nucléaires russes. Donc, voilà. Cela étant, nous avons perdu 2 marchés. J'avais été interrogé par la Hongrie, par la radio hongroise. Ils ont dit l'autre jour, je leur avais dit ce serait bien de vous acheter nos centrales. Ils n'ont pas retenu ça dans mon interview. Un mois ou 2 après, ils ont annoncé qu'ils achetaient les centrales russes. Les Polonais, ils achètent les centrales américaines. Voilà, encore des Européens qui sont... L'Europe est morte en réalité. Oui. Moi, je voudrais descendre d'un cran et pas faire de géopolitique et du local, entre guillemets. Oui, bien sûr. Voilà. J'ai l'impression, moi je suis j'ai l'impression que les populations sont contre les partis nucléaires, etc.,
Et que finalement, ils se disent on ne peut plus rien faire. On ne peut rien faire et donc, laissons faire. Et ça, c'est la première des choses que j'entends. Que vous identifiez? Oui, que j'identifie. Et deuxièmement, c'est aussi une source d'emploi. Si je prends Cherbourg, vous avez des industries qui se sont implantées sur Cherbourg pour les fameuses pannes éoliennes. Oui, oui. Et qui emploient environ 1800